Bien, bonsoir. Je vais juste rajouter en fait en ces temps d'élections européennes une petite préface à ma présentation. C'est une petite citation d'Octave Mirbeau, donc un petit rappel historique. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne disent rien, eux, ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bêtes que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Et l'une d'elles est peut-être la blockchain. Donc on parle communément de la blockchain, et je le ferai aussi ce soir, mais j'aime toujours préciser qu'il ne s'agit pas bien d'une entité, mais d'une technologie. Il n'y a pas une, mais des blockchains, et il y a même des blockchains privées aux côtés des blockchains publiques. Ce qui contredit quelque peu l'idée originelle de la blockchain, je vais y revenir. La blockchain identifie des poulets et des sacs Vuitton, des objets d'art et des transactions. On y contractualise des mariages, on y ravive des querelles de l'appropriationnisme, on y fait certifier son diplôme et même son consentement sexuel. La liste des choses qui n'ont rien à faire sur la blockchain est très longue, et cette dernière est en haut de la liste, comme le dit si bien Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation. Une blockchain publique est totalement ouverte. Quiconque peut intégrer son réseau qui dispose généralement d'un mécanisme incitatif pour encourager les futurs participants à la rejoindre. La blockchain du Bitcoin, la blockchain originelle donc, celle à laquelle on fait référence avec un B majuscule, est aujourd'hui encore la plus grande blockchain publique. Et comme vous le savez sans doute, les transactions qui y sont opérées sont visibles par tous. Une blockchain privée fonctionne par invitation ou permission de rejoindre le réseau. Qui décide de ces accès ? Ceux qui ont produit cette blockchain, soit au cas par cas, soit via un ensemble de règles qu'ils auront mises en place. Si l'accès général au réseau est donc restreint, l'accès à certaines de ces transactions aussi. Et c'est pour ça que le système intéresse tant les grands industriels aujourd'hui. Seuls les participants à une transaction en ont connaissance et y ont accès. C'est ce principe qui permet aujourd'hui à LVMH de développer une blockchain pour les différentes marques de son groupe, un outil commun mais aux données confidentielles. Tout comme l'IBM Food Trust, qui regroupe notamment Carrefour, Nestlé, Walmart, Unilever, etc., dans la première blockchain de l'alimentaire, celle qui nous permet déjà de voir avec combien d'autres poulets a cohabité celui qui se trouve dans l'assiette de notre voisin carnivore, et combien de chèvres compose le troupeau qui a donné le lait de ce petit cabécou de Rocamadour qui nous fait de l'œil à l'étalage. Sur ce type de blockchain, tous les acteurs restent propriétaires de leurs données qui sont chiffrées. IBM lui-même ne peut avoir accès aux informations échangées sur sa plateforme sans le consentement de ses utilisateurs. D'autres cas sont plus ambigus. Philip Morris travaille aussi à sa blockchain, que son directeur de l'innovation technologique décrit comme publique mais différente, sans vraiment préciser en quoi. L'entreprise envisage en tout cas sa blockchain publique comme un outil de remplacement des timbres fiscaux papier apposés sur les paquets de cigarettes, ce qui devrait lui faire économiser quelques 20 millions de dollars par an. Renforcer le contrôle de la taxation fiscale, drôle d'application d'une technologie pensée par son créateur pour offrir un environnement de confiance accessible mais qui échappe au contrôle de l'État moderne. La blockchain est généralement présentée comme une base de données décentralisée, fonctionnant indépendamment des gouvernements et des institutions financières, grâce à un enregistrement cryptographique et horodaté des informations confirmées par l'ensemble des participants de son réseau. Le principe qui la sous-tend est le pair à pair, c'est-à-dire collé d'un système traditionnel centralisé autour d'un élément faisant office d'autorité, comme le serveur, et par extension les GAFAM, l'État, l'Église, ou toute autre instance à laquelle l'utilisateur, le citoyen, le croyant, etc. se soumet, c'est le système lui-même qui fait office d'autorité, via des nœuds, en partageant égalitairement les responsabilités. En se définissant comme autorité, la blockchain élimine le besoin de tiers de confiance pour garantir que les transactions y sont bien enregistrées. Donc les banques pour les transactions financières, le prêtre ou le notaire pour les unions, etc. L'une de ces grandes innovations est peut-être, comme vous le savez, le smart contract, ou contrat intelligent donc, un contrat dont l'exécution est automatisée via l'encodage de règles au sein même de la blockchain. Et si les mariages contractés uniquement sur la blockchain n'ont de fait pas de validité légale, le bureau d'enregistrement des unions du côté de Washoe dans le Nevada utilise quant à lui les services d'une start-up
dont l'objet est d'enregistrer des documents gouvernementaux sur la blockchain pour en assurer la pérennité, afin de délivrer des certificats par email en quelques minutes. Un geste qui va, là encore, totalement à l'encontre des idéaux libertaires qui ont présidé à l'invention de la technologie. Cela dit, s'il est parfaitement légitime de se demander pourquoi un État ou une institution religieuse devrait garantir une union volontaire, il serait tout à fait illusoire de penser qu'un morceau de code produit déjà des systèmes de gouvernance indépendants. La blockchain ne permet pour l'instant que de s'échapper vers un nouvel ensemble de règles, des règles non pas contrôlées par des politiciens, mais aux mains des programmeurs et de ceux qui contrôlent la puissance de calcul. Il s'agit donc d'un déplacement de l'autorité et non de sa suppression. Pour certains critiques, comme l'artiste et chercheur Max Dovey, la dévotion envers la blockchain comme modèle de gouvernance ressort d'un absolutisme technologique confinant au fondamentalisme. Quoi qu'il en soit, la blockchain ne permet pas de sortir du système de croyance en un pouvoir extérieur à l'individu, bien qu'il s'agisse ici d'une croyance en une création humaine, le code. Le code fait loi, écrivait Laurence Lessig il y a presque 20 ans déjà, et, je cite, « Notre seule alternative est de décider si nous souhaitons jouer un rôle dans les choix des codeurs et donc dans la détermination des réglementations, ou si nous allons laisser les codeurs choisir nos valeurs régulatrices pour nous. » L'un des aspects les plus fascinants de la blockchain est le principe qui en forme le cœur, une gouvernance décentralisée avec comme modus operandi le consensus. Les blockchains sont politiquement décentralisées, personne ne les contrôle, et architecturalement décentralisées, leur infrastructure ne possède pas de point central de défaillance, mais elles sont logiquement centralisées. Il existe un état reconnu et admis par chacun, et le système se comporte comme un seul ordinateur, explique Vitalik Buterin, le cofondateur de la blockchain Ethereum, qui a notamment créé les smart contracts. Alors, quelques définitions s'imposent. La gouvernance, c'est le processus de prise de décision et le processus par lequel les décisions sont mises en œuvre ou non. Ça, c'est selon Wikipédia. L'une des questions clés lorsqu'il s'agit de prendre des décisions décentralisées, c'est celle du consensus, au sens social comme au sens informatique. Au sens social, vous savez ce que ça signifie. Au sens informatique, il s'agit d'atteindre la fiabilité globale d'un système décentralisé en présence d'un nombre possible de processus défectueux. Sur Ethereum, par exemple, le consensus de la majorité des participants du réseau est nécessaire pour mettre à jour la base de données. Le mécanisme de consensus est un ensemble de règles qui décident des contributions des différents participants de la chaîne de blocs. Les algorithmes de consensus sont utilisés pour s'assurer que toutes les transactions qui ont lieu sur une blockchain sont originales et que tous les nœuds du réseau parviennent à un consensus sur l'état précis du registre. Il existe différents types d'algorithmes de mécanismes de consensus qui fonctionnent selon différents principes. Les plus connus d'entre eux sont la proof of work, ou preuve de travail, la proof of stake, ou preuve d'enjeu, et la proof of capacity, ou preuve de capacité. Rapidement, et pour ne pas trop vous embrouiller avec des détails techniques, la preuve de travail est utilisée par les réseaux de crypto-monnaies les plus populaires, comme le Bitcoin et le Litecoin. Il faut qu'un nœud du réseau prouve que le travail qu'il a effectué lui donne le droit d'ajouter de nouvelles transactions à la blockchain. Ce mécanisme nécessite une consommation d'énergie élevée et un temps de traitement relativement long. La preuve de l'enjeu, alternative peu coûteuse et peu consommatrice d'énergie, implique l'attribution de la responsabilité de la gestion du registre à un nœud participant proportionnellement au nombre de jetons de monnaie virtuelle qu'il détient. Quant à la preuve de capacité, comme son nom l'indique, plus un nœud dispose d'espace mémoire ou de disque dur, plus il dispose de droits sur la gestion du registre. Par la production de consensus, les applications présentes sur la blockchain permettent aux individus qui composent cette chaîne de définir leur degré d'implication et d'investissement. Enfin, ce que l'on appelle la gouvernance on-chain est l'implémentation d'un système de prise de décision à l'intérieur même du code, ce que l'on appelle aussi coder en dur, et qui forme la base des smart contracts. Ce qui nous amène à la question fondamentale que posent étonnamment peu de personnes qui s'intéressent à la blockchain, mais qu'a notamment formulé Kai Krötler dans un texte passionnant publié sur le site de Technosphère l'été dernier. Qui prend la première décision au sujet du processus décisionnel?
Alors si je me suis intéressée à la blockchain, c'était bien sûr par contagion de l'excitation que ce mot semblait générer tout autour de moi il y a quelques années, mais c'est aussi et surtout car je développais alors une recherche autour du curating algorithmique appliqué à l'art contemporain. Ce que j'entends par curating algorithmique, c'est une exploration des analogies entre l'automatisation du curating de contenu sur les réseaux sociaux et une possible automatisation du curating au sens artistique. Vous le savez, tout comme nous ne pouvons pas voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, le web qui nous est présenté n'est jamais absolument identique à celui qui est présenté à quelqu'un d'autre. Les algorithmes organisent ce que nous voyons tous les jours sur nos fils d'actu, décident combien de temps ce contenu reste visible et à qui il est montré. Pour eux, nous sommes un ensemble de données. Cependant, leur technologie est en constante évolution et nous sommes maintenant loin du simple « si vous aimez ceci, alors vous aimerez cela » auquel nous avons tendance à réduire le processus de recommandation. Ces recommandations ne se situent pas en effet seulement au niveau du contenu, mais sont principalement mises en œuvre en fonction de leur destinataire. Par exemple, la fonction Explorer d'Instagram n'est étonnamment pas basée sur une analyse des images elles-mêmes, mais seulement sur celle des métadonnées relatives à l'utilisateur d'un compte. De son côté, Facebook prétend montrer tous les messages que les gens veulent voir dans l'ordre où ils le veulent les lire. Comme le disent les chercheurs Mike Anani et Kate Crawford, un système algorithmique n'est pas seulement un code et des données, mais un assemblage d'acteurs humains et non humains, de codes, de pratiques et de normes institutionnellement situées, ayant le pouvoir de créer, de soutenir et de signifier des relations entre des personnes et des données par une action semi-autonome et difficilement observable. Pour combattre la gouvernementalité algorithmique, il semble donc nécessaire de considérer notre relation avec elle comme le problème et de ne pas simplement la considérer comme le problème. C'est là que les artistes interviennent. En posant la question de ce qui est en jeu quand on délègue un choix à une machine, en particulier dans un domaine aussi propre à l'homme que l'art, ils mettent en exergue l'idée que la quantification générale qui régit tout système algorithmique est avant tout une idée hautement critiquable. Deux de mes exemples favoris d'artistes ayant travaillé sur la question sont Cameron MacLeod et Jeremy Bailey, tous deux étrangement canadiens. En 2013, Cameron MacLeod a conçu le Curatron, qu'il décrit comme plus complexe qu'un simple système de vote, car le logiciel décide, à la suite d'un appel à candidature, du groupe d'artistes qui constituera l'exposition sur la base des modèles de connexion entre artistes sélectionnés qui émergent lors d'une évaluation par les pairs. Alors autrement dit, il s'agit en gros d'un site où on trouve des appels à candidature pour des expositions qui peuvent être postés par n'importe quel curateur qui a envie d'utiliser cet outil de curating. Et les artistes postulent avec un profil anonyme, mais on voit évidemment leur travail. Et si par exemple l'appel à candidature est pour une expo de 6 artistes, on demande aux artistes de postuler pour leur propre présence évidemment, mais de constituer un groupe de 5 autres personnes avec lesquelles ils aimeraient exposer. Et c'est le groupe le plus populaire selon l'algorithme qui sera choisi. Donc au lieu d'un jury, ce sont les candidats qui examinent eux-mêmes les candidatures. Autrement dit, même si un artiste est sélectionné par tous ses pairs, cela ne garantit pas sa participation à l'exposition. Le Curatron produit en effet une sorte de goût collectif, un consensus. Quelques mois plus tard, en 2013 toujours donc, Jeremy Bailey lance le You Museum, qui se présente comme une plateforme de production d'expositions personnalisées dans les espaces publicitaires d'environ 98% de l'Internet en utilisant la technologie du remarketing. Bon, c'était un peu à l'époque où tout le monde n'avait pas encore d'adblock. Donc, ces expositions avaient lieu dans les espaces dans lesquels se glissent les publicités pour les sites que nous venons de visiter. Le ciblage des goûts des visiteurs des expositions s'établit au moyen d'un questionnaire très simple qui porte sur leur personnalité. Est-elle ludique ou énergique, réservée et mesurée? Les types de formes qu'ils apprécient, plutôt organiques et courbes, ou géométriques et pointues, et leurs objets préférés, petits et discrets, ou voyants et imposants. Il est alors possible, en cliquant sur la bannière présentant une œuvre que vous aimez, de l'acheter, tout comme un souvenir imprimé sur un sac, un mug ou un coussin dans toute boutique de musée qui se respecte. Le fait que Cameron MacLeod s'appuie sur un algorithme qu'il a créé pour désigner les artistes qui feront partie des expos collectives qu'il organise,
ou que Jeremy Bailey, en utilisant pour déterminer les œuvres qui seront présentées dans des expositions qu'il décrit comme personnalisées au goût d'un seul spectateur, ajoute une dimension machinique au curating, ce qui ouvre un champ de perspective tout aussi technologique que philosophique. Si l'on peut évidemment lire dans ces interrogations un lien avec l'art interactif de la fin des années 50, un lien avec l'esthétique relationnelle des années 90 et avec le net art du milieu des années 90, il est probablement plus intéressant de considérer l'avenir à travers ces propositions. Que nous disent ces œuvres sur le futur du curating ? Est-ce que l'on ne devrait pas aussi s'inquiéter du fait qu'une galerie extrêmement puissante, que nous ne nommerons pas ici, a demandé aux analystes de données qui travaillent pour la plus grande entreprise de base de données artistiques de lui recommander des artistes à présenter dans la filiale qu'elle ouvre dans un nouveau pays ? La principale question étant, quels artistes s'y vendraient bien d'après les données de vente d'art dans ce pays ? La blockchain a donc 10 ans, tout comme ma carrière de curatrice. Et si cette technologie suscite pour l'instant plus de débats qu'elle n'offre d'efficacité au quotidien, elle est aujourd'hui le paradigme d'une infrastructure spéculative. Nous sommes au moment même où elle peut être considérée comme un champ ouvert, comme une technologie dont le spectre complet reste à explorer. Beaucoup d'artistes produisent et ont produit des projets à propos des blockchains, des projets descriptifs et explicatifs notamment. D'autres les utilisent pour des usages relativement similaires, bien que déviants par rapport à ceux que l'on connaît déjà, des types de crypto-monnaies par exemple. Relativement peu encore les explorent à d'autres fins. Mais si la blockchain inspire les artistes, est-elle pour autant applicable à la production artistique ? C'est ce que nous allons voir de plus près ce soir avec mes invités. Donc vous l'aurez compris, le cœur de mon sujet de réflexion concernant l'usage des algorithmes et de la blockchain dans l'art est la sous-traitance et la décentralisation des processus de décision dans les pratiques artistiques. Cette question du consensus était au centre des 2 dernières expositions que j'ai curatées, Critical Mass à Gennevilliers à l'automne 2017 et Proof of Work à Berlin à l'automne 2018. Pour Critical Mass, qui était une exposition solo de Jonas Lund, Jonas et moi avons externalisé les choix curatoriaux qui constituent l'exposition pour permettre au public d'en prendre le contrôle. Je pense que Jonas évoquera ce projet plus en détail tout à l'heure. Pour Proof of Work, qui était une exposition initiée par Simon Denny au Schinkel Pavilion de Berlin, le curating était décentralisé via un réseau de nœuds curatoriaux dont je faisais partie. J'ai choisi d'y présenter le dernier projet en date de Jonas Lund, le Jonas Lund Token, et la DAK, ou Decentralized Autonomous Kunstverein, une association artistique à but non lucratif basée non sur un territoire physique mais sur la blockchain, et qui est un projet initié par Nick Copenhagen, ici présent. L'idée qui sous-tend ces 2 projets est celle de la gouvernance collective, qu'ils explorent via une distribution de la prise de décision, et ce sont aussi 2 projets pour lesquels il est possible ouvertement d'acheter son droit de vote. Ce qui soulève cette fondamentale question éthique pour moi, pourquoi toujours une incitation financière ? C'est donc ici que je vais laisser la parole à mes 2 invités, Jonas Lund et Nick Copenhagen, pour qu'ils vous en disent plus, et nous pourrons revenir sur mon implication dans ces 2 projets lors de la discussion qui suivra leur présentation. Jonas, I'm passing the mic.